Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine termine en beauté. Alors, comme vous le voyez, le marché est dans le vert et il faut évidemment remercier l'armée de XRP qui est revenue en feu après justement la bonne nouvelle de la décision du tribunal par rapport à leur combat contre la SEC. Et évidemment, ben, ça repart le bull run. Mais comme je vous le disais, on est dans un bull run déjà depuis le mois de janvier. Le bull run a commencé à la fin du bear market, quand on a atteint justement le plus bas au niveau du bear market. Et là, on commence à repartir dans le bull run, comme je vous le répète depuis longtemps. Malgré tout, ce n'est pas une vision qui est partagée par beaucoup de monde. Tout le monde, beaucoup de gens pensent qu'on est encore dans un bear market, mais vous allez vous rappeler justement dans 2 ans, lorsqu'on sera arrivé au pic de ce bull run, eh bien, certaines personnes vont commencer à dire, eh bien, vous savez, le bull run a commencé à partir de janvier 2023 parce qu'on était en train de monter tranquillement. On avait des hauts de plus en plus hauts. Et évidemment, c'est toujours Bitcoin qui part le bal. Et après ça, les altcoins vont suivre tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive au halvening, donc à la moitié de ce bull run, qui par la suite, on arrive à des situations où le prix va monter de plus en plus haut jusqu'à atteindre le pic. Donc, il faut rester attentif, il faut continuer justement d'investir et prendre justement des bénéfices si vous êtes un trader et continuer justement à investir. Mais évidemment, il ne faut pas investir tout de suite parce que on est dans l'extreme, pas dans l'extreme greed, mais on commence à avoir du greed. Les gens commencent à être très bullish, pensent que ça va continuer de monter. Mais évidemment, il faut continuer de faire attention parce qu'encore une fois, tout ce qui monte descend. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler notamment de comment choisir justement vos projets blockchain pour ce bull run actuellement. J'avais fait une vidéo identique il y a quelques années maintenant, mais c'était une vidéo qui était plus pour choisir justement des projets ou des formes de ICO. À l'époque, on était en 2017, il y avait justement la bulle des ICO. Par la suite, ça s'est calmé et j'avais analysé les critères pour justement investir dans ces projets-là, blockchain, et à quel moment c'était le mieux pour investir. Là, je veux faire une révision justement de cette vidéo-là, notamment en précisant certains points, mais plus pour investir dans des projets qui sont des projets un petit peu plus matures, qui vont permettre justement de vous faire des gains, qui ne seront pas des gains faramineux de 3 000, 5 000, 10 000%, mais ce seront des gains quand même qui seront plus sécuritaires parce que justement, avec le temps, on a plus de maturité et on prend des risques encore on prend plus de risques, mais ce sont des risques qui sont beaucoup plus mesurés. Un petit peu comme un ami maximaliste mentionne, lui investit en Bitcoin parce que pour le marché de la bourse, Bitcoin est l'actif le plus risqué de leur portfolio, mais pour ceux qui sont en crypto, Bitcoin est l'actif le plus boring, le plus tranquille justement de leur portfolio en crypto. Donc, Bitcoin est un parfait mélange ou une parfaite combinaison justement des portfolios les plus risqués de ceux qui ont énormément d'argent à Wall Street et de ceux qui, justement, cet écosystème qui commence à monter, qui commence à se développer dans le monde des cryptos, où là, c'est l'actif le moins risqué. Et donc, c'est ça que je vais vous parler dans la vidéo. Donc, si vous êtes toujours satisfait de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Et on commence justement, on a vu donc cet état du marché où, grâce à XRP, eh bien, toutes les altcoins qui avaient été ciblés comme étant des sécurités par la SEC, eh bien, ils sont tous justement en train de grapper. On voit Cardano, on voit Solana, on en voit bien d'autres, mais on voit justement Ethereum qui, lui, on sait que c'était pas une sécurité, fait que à ce moment-là, Ethereum ben, progresse, mais pas tant que ça, et Bitcoin, évidemment, qu'on sait que c'est pas une sécurité, c'est une commodité. Eh bien, Bitcoin et Ethereum n'ont pas des gains faramineux, mais on voit que justement, toutes les autres profitent de la nouvelle de XRP. Cette nouvelle, justement, qui mentionne que finalement, XRP et Ripple, finalement, ont gagné leur combat contre la SEC. Et XRP
recommence à être listé sur les exchanges, mais je trouve que c'est vraiment une perte de temps, malheureusement une perte de temps et une perte d'argent. Pourquoi? Parce que des exchanges comme Binance, qui se fait aussi poursuivre par la SEC, auraient pu tout simplement leur expliquer que XRP n'était pas une sécurité et que c'était un token tout à fait légitime d'être tradé aux États-Unis. De la même manière que Coinbase est en train justement de se battre contre la SEC, notamment pour démontrer que Ethereum n'est pas une sécurité et que les autres cryptos qu'ils listent sur leur exchange, eh bien, ne sont pas des sécurités. Donc, on va espérer justement de bénéficier encore une fois d'une victoire de Coinbase lorsque ça va arriver, une victoire de Binance lorsque ça va arriver, en espérant que ça arrive, parce que le cas de Binance est un petit peu plus délicat que le cas de Coinbase, mais je suis quand même assez optimiste que justement tout va se régler en cours. Alors, je passe pas énormément de temps là-dessus parce que j'aimerais justement vous présenter la présentation que j'ai montée et malheureusement, ce n'est pas une présentation très avec beaucoup de couleurs et tout ça, mais elle va faire la job quand même. Alors, comment évaluer justement un projet blockchain ou un projet crypto pour finalement de vouloir investir dans ce projet-là? Il y a 6 éléments que vous allez devoir analyser et ces éléments-là, justement, lorsque vous allez les analyser, il faut s'assurer que vous fassiez justement vos propres recherches pour identifier si chacun des points qu'on va aborder, ça correspond à la blockchain et au projet dans lequel vous voulez investir. Et puis par la suite, bien, vous allez justement pouvoir investir en vous assurant justement que ça va faire des bénéfices pour le prochain bull run, pour le bull run actuel. Parce que vous devez avoir, justement, vous devez bâtir cette réflexion-là. Et les gens qui survivent en crypto, parce que justement, j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, lorsque dans 1 ou 2 ans, là, on va être au pic, puis on va prendre des bénéfices et ainsi de suite, là, les gens vont dire, ah, vous êtes vraiment courageux, non, pas que vous êtes courageux. Jamais personne ne va vous dire que vous êtes courageux. Ils vont vous dire, vous avez eu de la chance parce que vous avez investi tôt et parce que vous en avez profité tôt et ainsi de suite. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes courageux parce que vous avez pris le temps et le risque d'investir, de passer à travers FTX, de passer à travers Celsius, de passer à travers Terra Luna, de passer à travers justement la SEC qui poursuit tout le monde et qui dit que toutes les cryptos sont des sécurités. Vous êtes passé à travers ça et vous êtes courageux parce que vous avez tenu le coup jusqu'à profiter justement de l'argent, des retours d'investissement. Et donc, mais pour ça, il faut que vous ayez il faut développer la réflexion, c'est ce qui vous permet d'être fort mentalement, de devenir non pas de devenir un diamond hand. Vous devez faire vos propres recherches, vous devez avoir une stratégie, contrôler vos émotions et répéter tout ce que je viens d'expliquer pour continuer justement à vous développer et à maximiser les profits que vous allez faire justement en investissant en crypto. Alors, les points que l'on va regarder justement pour savoir si le projet dans lequel vous voulez investir est un bon projet, et évidemment, on fera l'exercice pour Cardano à la fin, c'est de se demander si le projet crypto a un bon réseau. Et en plus d'avoir un bon réseau, on va utiliser les termes anglais, donc c'est avoir un network effect. Par la suite, on va se demander si la communauté, il y a une bonne communauté. Est-ce qu'il y a des bons utilisateurs et des utilisateurs qui utilisent des applications de qualité? Et quelle va être également la qualité et le nombre d'utilisateurs de cette blockchain-là? Par la suite, on va parler de décentralisation. Est-ce que le protocole est décentralisé ou non? Est-ce que le token qui est généré par ce protocole-là va être une sécurité ou non? Est-ce que l'encadrement légal, est-ce que cette crypto-là ou est-ce que ce projet-là va survivre justement à un encadrement légal qui va être plus resserré, plus agressif? Et est-ce qu'il y a une rentabilité au niveau de cette blockchain-là? Donc, c'est ces 6 éléments-là qu'on va analyser exactement maintenant. Alors, l'effet de réseau, le network effect, ça c'est quelque chose de très important parce que justement, on sait que c'est ce qui va amener du momentum au niveau du projet blockchain. Donc, on sait que justement, l'effet papillon,
souvent on va parler de cet effet-là et je lis la description dans le fond, selon l'expression l'effet papillon qui a été inventé par un météorologue, ça je ne le savais pas, il suffit de modifier de façon infime un paramètre dans un modèle météo pour que celui-ci s'amplifie progressivement et provoque à long terme des changements colossaux. Et c'est ça qui a été fait au niveau de Bitcoin. Au niveau de Bitcoin, il y a une continuation de cet effet boule de neige-là qui en fait en sorte que, en ayant une narrative, en ayant une infrastructure, en ayant justement un modèle économique et un modèle monétaire qui allait plus vers la déflation que sur l'inflation, tout ça a fait effet boule de neige pour permettre justement à ce que Bitcoin ait l'écosystème et le network effect qu'il a actuellement. Et justement, ce network effect est un effet boule de neige parce que plus de gens s'intéressent à Bitcoin, plus de gens achètent du Bitcoin, plus il y a justement le côté légal qui va s'intéresser, le côté financier qui va s'intéresser, les développeurs vont s'intéresser, il va y avoir plus d'infrastructures qui vont se développer pour interagir justement avec le système monétaire actuel et ainsi de suite. Donc, on voit que l'effet de réseau, justement, est un effet pour lequel on ne va jamais en arrière également. Donc, une fois que la boule commence à tomber et commence à grossir, eh bien, jamais ça va remonter pour redevenir justement au niveau où c'était avant, surtout avec cette nouvelle technologie-là qui prend de plus en plus d'ampleur, un petit peu comme l'intelligence artificielle. Et c'est le même effet, étant donné qu'on est en technologie, c'est le même effet justement que sur lequel a joué des compagnies privées comme Facebook, Google, Apple et ainsi de suite. Donc, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de développeurs, plus il y a d'infrastructures, plus il y a d'applications qui vont générer des revenus et qui attirent plus d'investisseurs. Et c'est comme ça que vous devez vous demander dans votre projet, est-ce que le network effect va faire en sorte d'attirer toutes ces personnes-là, ce qui va faire en sorte que justement le réseau va grossir, 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 se faire connaître et justement qu'il y ait plus de développement. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Et si vous identifiez que votre projet dans lequel vous voulez investir va avoir un gros effet de réseau, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez cocher cette case-là. La deuxième case est la case de la communauté. Évaluer la communauté. Et quand je parle d'une communauté, je ne parle pas d'une communauté de quelques utilisateurs ou de quelques personnes qui répondent qui envoient des tweets ou qui sont justement sur Telegram ou des réseaux sociaux et qui continuent justement et qui sont là pour répondre et à faire en sorte de faire montrer qu'il y a une communauté. On parle d'une vraie communauté et d'une communauté qui va être forte à l'exemple des Bitcoin maximalistes, à l'exemple de l'armée de XRP, à l'exemple justement de la communauté de Cardano. Il faut qu'il y ait une vraie communauté, une vraie présence sur les réseaux sociaux, qu'on soit en bull run ou en bear market. Alors, il faut savoir, il faut reconnaître tout ça de la même manière que justement la communauté de Linux et du logiciel libre ça n'a pas commencé hier, ça a commencé il y a plusieurs années où il y avait justement ce mouvement qui a créé notamment le mouvement de Bitcoin parce que justement, il y avait ces power cypherpunk qui étaient là et qui ont commencé à lire justement le premier white paper de Bitcoin. Et donc, ça venait de cette communauté justement qui s'intéressait à Linux, au logiciel libre, au système monétaire et ainsi de suite. Donc, cette communauté, justement, doit développer également de l'expertise dans plusieurs secteurs, pas juste au niveau de la technologie blockchain, pas juste au niveau de l'informatique, pas juste au niveau de la finance ou de l'économie. Elle doit développer justement des secteurs elle doit développer son expertise dans les différents secteurs qui vont faire grossir justement cet écosystème. Donc, évidemment, Bitcoin n'est pas adapté nécessairement pour les NFT, les dApps et ainsi de suite. Mais on voit que des gens continuent quand même d'essayer de pousser justement ce développement-là au niveau de Bitcoin. Mais par exemple, au niveau de Cardano, eh bien, on va avoir des experts en termes de NFT, de plateformes d'NFT et de style de NFT. On va avoir des experts en termes de DeFi. Exactement la même chose au niveau de la blockchain Ethereum. Il y a une grosse communauté DeFi, une grosse communauté NFT et évidemment, il y a une grosse communauté avec des dApps et des DEX. Et c'est la même chose justement dans l'écosystème, dans la communauté de Cardano. Il y a de l'expertise qu'il faut avoir dans ces différents domaines
en plus d'avoir une expertise native au niveau de la blockchain, au niveau de la token metrics, donc le nombre de tokens en circulation, le market cap et ainsi de suite. Donc, est-ce que cette communauté a ces experts-là dans ces différents domaines? Et évidemment, est-ce qu'il y a différents types d'experts et différents types d'acteurs? Parce qu'il ne faut pas juste qu'il y ait des monsieur et madame tout le monde. Il faut qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait des organismes privés et publics, donc des institutions, et ça, c'est une erreur que j'ai faite lorsque je parle d'institutions. euh, je me base sur le terme anglais institution. Et institution en anglais, ça peut être des institutions privées, ça peut être des institutions publiques, ça peut être des institutions financières. Et donc, c'est ça que je veux préciser parce que institution, c'est des compagnies privées, des organismes, et puis il peut y avoir des VC également. Donc, est-ce que dans la communauté, on a des VC qui veulent investir justement dans ce projet-là, dans cette blockchain-là, pour faire grossir l'écosystème? Est-ce il y a des organismes publics qui s'intéressent à cette blockchain-là? Et ça peut être comme dans le cas des Cardano, des universités, ou alors des nations, des pays, ou alors le gouvernement, dans le fond, et au niveau des institutions financières ou des institutions privées qui veulent développer justement des produits et des services avec cette blockchain-là. Donc, et évidemment, on voit que dans le cas de Cardano, on a tous ces critères-là, tous ces acteurs-là, ces experts au niveau de la communauté, exactement comme on l'a également au niveau de Bitcoin. Au niveau de la qualité et du nombre d'utilisateurs et d'applications qu'il faut avoir au niveau de cette blockchain, de votre blockchain que vous voulez analyser, eh bien, c'est très important justement de savoir qui utilise cette blockchain ou cette crypto-monnaie et pourquoi il l'utilise. Parce que justement, on a beaucoup de meme coins qui sont là, de projets, et qui sont intéressants, mais qui ne vont pas probablement aller très loin. Donc, généralement, dans ces meme coins-là, on a des spéculateurs, on a des novices, on a des influenceurs, on a des moon boys, et justement, il faut faire très attention parce qu'évidemment, c'est le mauvais côté justement de cet investissement ou de ces utilisateurs et de ces applications que vous devez rechercher en termes de projet blockchain. Si vous allez sur des blockchains niveau 1 ou même des blockchains justement au niveau 2 et ainsi de suite, eh bien, il faut chercher justement des utilisateurs qui sont différents utilisateurs, comme justement des mineurs qui veulent miner justement cette blockchain-là pour s'assurer qu'elle survive parce que c'est leur gagne-pain. Donc, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas arrêter de miner et d'utiliser cette blockchain-là. Mais évidemment, on sait que les mineurs ne sont pas fidèles à une seule blockchain. Ce sont justement des mercenaires qui vont aller chercher la blockchain qui va leur donner le plus de revenus. Donc, mieux encore que des mineurs, ce sont les stakers, comme des SPO. Les SPO passent beaucoup de temps à développer justement leur stake pool, notamment au niveau de Cardano, mais que ce soit dans n'importe blockchain proof of stake, les stakers et les nœuds, dans le fond, passent beaucoup de temps, justement, investissent beaucoup de temps et d'argent pour leurs nœuds pour s'assurer de sécuriser le réseau. Donc, à ce moment-là, ce sont des utilisateurs du réseau et des utilisateurs qui sont là pour rester, qu'on soit en bear market ou en bull run. Est-ce qu'on a des développeurs qui utilisent justement la plateforme, qui utilisent la blockchain pour développer des applications qui peuvent être, encore une fois, des applications au niveau de la blockchain, mais des applications dans d'autres cas, des applications de supply chain, d'identité numérique. Ça peut être autant d'applications qui répondent justement à des besoins pour des utilisateurs qui sont monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est sûr que Giuliano nous le dit beaucoup justement sur Telegram. Il n'y a pas vraiment d'applications qui sont mainstream actuellement et utilisées par plusieurs personnes. Mais il y a au moins une application ou un cas d'utilisation qui est utilisé par plusieurs personnes et c'est le cas d'utilisation de Bitcoin. Bitcoin est utilisé notamment comme moyen de paiement, également comme investissement et ça dans le monde entier. Dans le monde entier, ce n'est pas tout le monde qui va acheter du Bitcoin pour espérer que ça prenne de la valeur.
Mais il y en a qui utilisent du Bitcoin vraiment pour acheter des biens et des services. Et soit ils utilisent la plateforme Bitcoin et ils vont payer beaucoup de frais de transaction, ou alors ils vont tout simplement utiliser le Lightning Network pour que ce soit plus rapide et payer moins de frais de transaction. Donc, encore une fois, quelle est la qualité des utilisateurs qui utilisent cette plateforme-là et quelle est la qualité des applications qui utilisent justement la plateforme blockchain? C'est un autre élément pour lequel vous devez vous poser la question. Et si jamais vous avez une haute qualité et un gros taux d'utilisateurs, ou alors qu'il y a une progression, eh bien, vous pouvez cocher cette case-là également. Au niveau de la décentralisation, ça c'est très important parce que ça va nous amener au prochain point qui est justement l'encadrement légal. Alors, est-ce que le protocole est un protocole qui est décentralisé? Parce que si on utilise un protocole qui est décentralisé, à ce moment-là, le token ne va pas être une sécurité et vous avez moins de risques justement que cette blockchain-là soit poursuivie justement par les régulateurs. Donc, est-ce que le protocole est décentralisé? Est-ce qu'il est open source pour que tout le monde puisse justement contribuer au protocole, à développer le protocole? L'infrastructure pour développer des applications. Parce que, encore une fois, si on est dans un protocole privé, ça veut dire que s'il y a un token sur cette blockchain ce token-là risque d'être une sécurité. Comme Celsius, on a eu la nouvelle hier, il me semble. Donc, le CEO de Celsius a été poursuivi et a été arrêté et va être poursuivi par la SEC, encore une fois, pour le gouvernement américain, justement parce que le token Celsius était une sécurité et là, ils sont en train de prendre beaucoup d'évidence pour justement gagner le jugement ou gagner justement leur attaque. Et évidemment, ils ont perdu avec XRP, fait que avoir plusieurs pertes, c'est mauvais justement pour l'image du responsable de la SEC. Alors, être responsable de la SEC, généralement, c'est une clé qui ouvre les portes pour lorsqu'il va vouloir passer à autre chose. Mais je ne suis pas certain que lui va mettre dans son résumé ou dans son CV là, qu'il a travaillé à la SEC parce que ça va juste, tout le monde va voir, ah oui, Gary Gensler a travaillé à la SEC. Ouais, je me rappelle, c'est celui qui n'a pas arrêté FTX, c'est celui qui a perdu contre XRP, c'est lui qui risque de perdre comme Coinbase. Fait que non, moi je pense que je ne vais pas l'engager, même s'il a été à la tête de la SEC. Donc, pour l'instant, là, ce n'est pas une bonne image pour lui. Mais revenons au protocole. Encore une fois, si le protocole est un protocole qui est décentralisé, ça veut dire que le token, s'il y a un token, eh bien, ce token-là va être une commodité. Une commodité parce que ce ne sera pas comme l'action d'une compagnie où justement j'investis et j'attends qu'un groupe de personnes qui est bien ciblé, une compagnie avec un CEO, avec quelqu'un qui donne des orientations, je n'attends pas que ce groupe de personnes-là travaille et fasse augmenter le prix du token, je vais m'attendre à ce que le token que je vais acheter soit l'équivalent d'une arme qui, dans un jeu vidéo, va permettre à mon personnage de prendre plus de valeur et pouvoir gagner des batailles. Et après ça, je peux revendre le personnage ou revendre l'arme qui aura pris plus de gains, qui aura fait plus de gains parce que justement, dans l'écosystème du jeu auquel plusieurs groupes de personnes peuvent contribuer, eh bien, à ce moment-là, le jeu fera en sorte que ce sera plus intéressant et que, dans le fond, ce n'est pas l'effort d'un seul groupe de personnes, c'est l'effort de plusieurs groupes de personnes qui donnent de la valeur, justement, au jeu. Et donc, mon arme dans ce jeu-là, eh bien, vaut plus d'argent que lorsque je l'ai acheté. Donc, c'est pour ça que la décentralisation du protocole est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que justement, Cardano est en train justement d'investir pour avoir justement des indices de décentralisation qui sont meilleurs que l'indice de Nakamoto. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'est l'indice qui est utilisé pour déterminer que Solana est une blockchain Solana est la blockchain la plus décentralisée. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est quand même ça. C'est quand même comme ça qu'est vue justement la blockchain Solana. Alors, la décentralisation, si vous êtes sûr ou que d'après vos analyses, la blockchain ou le projet blockchain dans lequel vous voulez investir est décentralisé, eh bien, cochez cette case-là également. Alors, comme je le disais, il faut que vous soyez certain
que le projet dans lequel vous allez investir va survivre une attaque ou une réglementation plus serrée des régulateurs. Pourquoi? Parce qu'on sait que avoir investi dans Celsius, malheureusement, ce n'était pas une bonne idée, surtout si vous n'avez pas retiré vos billets avant que justement Celsius tombe. Même chose pour Terra Luna et pour XRP, ben, on voit que XRP, ben, finalement, ils ont gagné, fait qu'ils ont survécu. Mais ça a quand même été pas, ça n'a pas été facile justement de rester investi dans XRP, surtout lorsque le token est délisté de plusieurs exchanges. On sait que Bitcoin et Ethereum ne sont pas justement des sécurités, ce sont des commodités. Euh, Bitcoin, c'est sûr. Ethereum, on n'a pas encore de réponse officielle, mais ça s'en va dans cette direction-là. Donc, est-ce que le projet dans lequel vous investissez, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas des red flags, un peu comme Terra Luna, un peu comme Celsius, qui vont vous mettre la puce à l'oreille de vous dire, je suis pas sûr que c'est très réglementaire ce qu'ils font. Et comme ils ne sont pas enregistrés comme une banque ou comme une institution financière ou comme une compagnie, eh bien, je devrais peut-être me méfier ou alors diminuer justement l'investissement dans ce projet-là. Alors, malgré que Cardano et Solana profitent du succès de XRP en disant que XRP n'est pas une sécurité, donc ce qu'ont dit les régulateurs américains jusqu'à maintenant de dire que Solana est une sécurité et que Cardano est une sécurité, la question doit être reposée finalement parce que XRP finalement n'est pas une sécurité, mais ça ne veut pas dire que Cardano et Solana et les autres sont sortis du bois. Donc, il faut faire très attention parce qu'une attaque des régulateurs est quelque chose qui peut tuer carrément votre projet blockchain et votre investissement par la suite. Donc, ça, c'est très important, justement, de faire le tour et de s'assurer que, justement, cette case-là est cochée parce que sinon, votre investissement risque d'aller à la poubelle. Et le dernier point, c'est de savoir justement, est-ce que cette blockchain est rentable? Est-ce qu'elle fait de l'argent? Et là, vous avez justement un diagramme de l'équipe de Solana qui date de 2021 quand même. Mais on voit que justement, dans ce diagramme-là, eh bien, Ethereum est évidemment la blockchain qui fait le plus d'argent grâce à ses frais de transaction. On a quand même Bitcoin. Non, Bitcoin n'est pas là, mais on sait que Bitcoin, évidemment, fait de l'argent. On a Solana qui maintenant s'est rapproché un petit peu plus d'Ethereum, mais on a quand même Binance Chain et ainsi de suite. Donc, on voit que justement, différentes blockchains font de l'argent grâce aux frais de transaction notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se demande si la blockchain est rentable, ça nous amène au point de la sustainability. Donc, sustainability, c'est le fait que, justement, c'est la rentabilité et de le fait de pouvoir supporter différentes activités d'un processus et de les continuer à travers le temps. Donc, c'est ce que, justement, c'était le troisième point de la présentation de Charles Hoskinson lorsqu'il a parlé du projet Cardano. Il voulait qu'on travaille sur les blockchains de troisième génération allaient devoir travailler sur la performance, sur l'interopérabilité et sur justement l'évolution de cette blockchain-là à travers le temps. Et on sait que justement, grâce aux frais de transaction, eh bien, la blockchain Cardano a une trésorerie. Donc, on est capable de se dire que la blockchain Cardano, de un, fait de l'argent et elle fait assez d'argent pour pouvoir financer différents projets dont je parle pas mal une fois par mois pour justement continuer de faire évoluer l'écosystème de Cardano et la blockchain Cardano également. Donc, c'est un autre élément justement qui va vous permettre de dire, cette blockchain-là, elle fait de l'argent, donc c'est sûr que c'est un modèle qui peut être soutenu avec le temps et qui va attirer justement plus d'utilisateurs, plus de développeurs, qui va pouvoir continuer justement à continuer l'effet de réseau et ainsi de suite. Donc, c'est une blockchain dans laquelle je peux investir parce que au niveau de la rentabilité, cette case-là est cochée également. Alors, si je remonte au tout début, est-ce que la blockchain Cardano a un effet de réseau? Alors, moi, je suis pas mal sûr que oui, parce que, encore une fois, lorsqu'on regarde rapidement, au niveau de la blockchain Cardano, si on regarde, ben, l'effet de réseau, il est là. Parce que lorsqu'on voit Massari, qui est une compagnie qui analyse les métriques justement des différentes blockchains et sort des statuts
à chaque quart d'année, eh bien, on voit que justement la blockchain Cardano a monté en termes de market cap, elle a monté en termes de TVL, elle a monté en termes de justement stablecoin. Il y a le développement qui se fait, donc il y a une attirance au niveau des développeurs. Et donc, oui, la blockchain Cardano, encore une fois, est une blockchain qui a un effet justement, un network effect. Donc, de ce côté-là, je ne m'inquiète pas également. Au niveau de la communauté, est-ce que Cardano a une grosse communauté? Encore une fois, dès le premier jour que la blockchain Cardano est sortie et a été sur le mainnet, eh bien, la communauté de Cardano était là, elle a grossi, le nombre de wallets a grossi également, et donc on voit que cette communauté-là, qu'on soit en bull run ou en bear market, elle continue d'être là, elle continue de faire des vidéos, elle continue de développer des applications, et mieux encore, elle ne crée pas nécessairement d'applications, elle crée justement de l'infrastructure. Et l'infrastructure est très importante parce que sans cette infrastructure-là, il ne peut pas y avoir d'applications qui sont développées. Et donc, continuer à développer de l'infrastructure, c'est continuer à développer des fondations sur la blockchain Cardano pour que des applications puissent se développer beaucoup plus facilement. Et encore une fois, on sait que, encore une fois, l'effet de réseau, c'est que si j'ai plus d'utilisateurs, j'ai plus de développeurs, j'ai plus d'infrastructures, j'ai plus d'applications, j'ai plus de revenus et j'ai plus d'investisseurs. Et de ce côté-là, Cardano est dans la bonne direction. Au niveau de la communauté, ben oui, on a tout ça au niveau de la blockchain Cardano. Au niveau des utilisateurs, eh bien oui, on a énormément d'utilisateurs au niveau de la blockchain Cardano, mais on pourrait en avoir plus. Alors, on n'a pas tant d'utilisateurs qui fait en sorte que, ah oui, oui, ben comme au niveau de Bitcoin ou comme au niveau d'Ethereum, on n'a pas ce nombre d'utilisateurs-là. Même au nombre d'utilisateurs et de développeurs sur la blockchain Solana, je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de développer sur la blockchain Solana ou la blockchain Ethereum que de développer sur la blockchain Cardano. Et donc, c'est ce niveau de difficulté au départ qui doit être passé pour qu'il y ait une meilleure adoption de la blockchain Cardano. Mais encore une fois, avec le développement de l'infrastructure, c'est sûr et certain qu'on va y arriver. Et encore une fois, si on regarde, ben, on voyait justement au niveau de Massari que le Hydra Head est actuellement sur le mainnet. On voit que Milko Menda, justement, a mis une preuve de concept. Il y a des partenariats avec OneChain et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il commence à y avoir de plus en plus d'utilisateurs et d'interopérabilité qui amène plus de développeurs au niveau de la blockchain Cardano et que la qualité des applications est d'une qualité beaucoup plus supérieure que ce qu'on voit par exemple sur la blockchain Ethereum, ce qui revient justement à la vidéo que je dois sortir sur les contrats intelligents et le taux justement d'attaque qu'il peut y avoir sur les contrats intelligents d'Ethereum versus les contrats intelligents au niveau de la blockchain Cardano. Alors, au niveau des autres points, est-ce que la blockchain Cardano est décentralisée? Alors, évidemment que oui, la blockchain Cardano est décentralisée parce qu'on peut prendre le code de Cardano, on peut le mettre ailleurs et il y a plusieurs groupes de personnes qui travaillent à justement améliorer la blockchain Cardano et on ne pourrait pas faire ça, évidemment, si la blockchain Cardano n'était pas décentralisée. Au niveau de l'encadrement légal, ben, on a vu la CF, donc la Fondation Cardano, a été rapide pour justement sortir une lettre disant que Cardano n'était pas une sécurité. Et ils sont tellement en contact justement avec différents gouvernements en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en fait. Eh bien, ils sont tellement en contact justement avec ces différents régulateurs que, selon moi, il n'y a pas d'inquiétude nécessairement justement à ce niveau-là. Au niveau de la rentabilité, ben, on l'a vu, Cardano a été la première blockchain à parler justement de sustainability, donc être sûr de pouvoir soutenir l'évolution de cette blockchain-là. Elle a un système de trésorerie, donc ce système est rentable, cette blockchain est rentable et elle va continuer justement à financer différents projets avec le temps. Et c'est très amusant parce que
La personne qui a fait cette analyse-là, elle a commencé à évaluer justement la blockchain Cardano et elle a commencé à poser la question. Et comme vous savez qui c'est le gars que j'ai rencontré au Cardano Summit, IOHK Summit, le premier sommet de Cardano. Et donc, il commence à faire son analyse et il est là, bon, est-ce que Cardano a un effet de réseau? Ouais, il hésite. Est-ce que Cardano a une communauté? Ouais, il hésite encore. Est-ce que Cardano a de vrais utilisateurs? Après ce troisième point-là, là, il a arrêté de vouloir analyser la blockchain Cardano parce qu'il s'est dit, non, écoute, je veux pas me faire attaquer sur Twitter, je veux pas me faire attaquer sur les différents réseaux sociaux. Fait que, regarde, j'arrête là. Cardano, analysez-la à la maison et juger si c'est un projet dans lequel vous devez investir. Alors, évidemment, lui est sur plusieurs blockchains. Ce n'est pas un expert de Cardano, loin de là. Mais je vais vous montrer la vidéo et vous allez le voir dans la vidéo. Mais après ça, il dit non, non, j'arrête parce que je ne veux pas me faire attaquer parce qu'il sait que la communauté de Cardano, elle est là et elle répond présente lorsqu'il y a des attaques de ce genre-là. Donc, voilà un petit peu la vidéo que je voulais vous présenter. Je vous laisse avec ce rapide clip justement de ce YouTuber-là qui voulait justement évaluer la blockchain Cardano. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine. Peace. I'm so scared to do Cardano. I'm so scared to do it because you know what's going to happen if I do Cardano, right? You know what's going to happen, right? But you know what? I'm so scared to do Cardano. But like, let's actually do this together, okay? Now's the time to have a heart-to-heart. Now's the time to stop the rah-rah-rah and to actually go down to the facts. And I know the Cardano community are going to kill me and are going to hate me, but I'm going to do this anyway. So let's ask, does Cardano have network effect? Are there builders on Cardano? Oh, someone's phoning me. See, it's probably Charles. Don't do it, Ran, don't do it. Okay, so does it have real network effect? Okay, no. Does it have a real community? I say, no, but hold on. When I say real community, I don't mean rah, rah, rah. I don't mean rah, rah. I mean a community of builders. Does it have real users? You know, just for the sake of peace, let's just move on to another token. Let's just move on somewhere else. Let's just go somewhere else, okay? You guys at home, you guys should complete this exercise. You know, like when you used to go to school, and then they used to give you the thing and say, look, please complete the exercise at home. So please complete the exercise at home, okay? Let's look at some other ones. Okay, Solana. Let's look at Solana.